Bonjour Louis Alliot, Bonjour. merci de nous recevoir ce matin dans votre mairie. Première question, nous faisons actuellement un reportage sur la police municipale de Perpignan, de votre ville. Pouvez-vous nous dire dans les grandes lignes ce qui a changé dans la police municipale ici depuis votre arrivée à la mairie en juillet 2020? J'allais dire un peu tout, même si des efforts avaient été faits par mon prédécesseur, il faut le reconnaître, en termes de recrutement. Mais on a mis maintenant de la police municipale une présence importante, jour et nuit, 7 jours sur 7. On a ouvert des postes de police de proximité dans toutes les annexes mairies, enfin dans tous les secteurs de la ville. Et puis, on a constitué des groupes spécifiques pour lutter contre le trafic de drogue, le GHOST, et c'est-à-dire pour démanteler les points de deal. Et donc, il y a une présence de bleus plus importante dans nos rues. Il y a, dans le centre-ville, évidemment, moins d'insécurité, mais on voit qu'au bout de 5 ans de mandat, eh bien, si on n'y est pas tous les jours, et si on ne fait pas de travail quotidien de lutte contre le stup, eh bien, malheureusement, les dealers se réinstallent. Donc on a l'impression de vider l'océan à la petite cuillère, mais si on n'est pas là, la nationale ne le fera pas. Non pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Et donc le premier enjeu, je pense, de la police dans une ville, c'est que l'État reprenne la prérogative de la sécurité, avec l'aide de la police municipale. Mais la police municipale ne fera pas le travail à la place de la police nationale. Est-ce que vous avez de la situation depuis 2020 en France, généralement s'est dégradée, la situation sécuritaire? Est-ce qu'elle s'est dégradée dans votre région et ici aussi, en dépit de ces efforts? Alors, dans la région, oui, ça c'est indéniable, hein, elle s'est dégradée partout. Et on avait fait faire une étude quand je suis arrivé, j'avais mis ça dans mon programme électoral, de faire un audit de la sécurité sur la ville. Et c'est Xavier Hofer qui nous a fait l'étude. Et il avait déjà identifié un certain nombre de sujets liés au narcotrafic, le fait qu'on soit une ville frontalière, hein, un passage obligé du trafic espagnol, marocain, etc. Et donc, la situation, j'allais dire, s'est calmée parce qu'il y a une présence massive de policiers dans la rue, mais... Vous avez combien de policiers à Perpignan? 205, là, Okay. armés. On a augmenté le nombre de caméras, on a adhéré à l'association Voisins Vigilants. Qui implique quoi? Qui implique des veilleurs, en quelque sorte, dans tous les quartiers, toutes les rues. Il y en a 2500 et quelques, qui, dès qu'ils voient quelque chose de louche, appuient sur un bouton et ça lance une alerte. On a mis des bornes de secours que vous avez pu voir dans un certain nombre de rues. Bref, on essaye, chez les commerçants aussi d'ailleurs, mais on voit bien que la situation, elle est quand même très tendue parce qu'il y a un trafic massif. Alors on a fait descendre un immeuble entier qui avait un point de deal que personne n'arrivait à démanteler. On a tombé l'immeuble, on a acheté l'immeuble et on a tombé l'immeuble. Saint-Mathieu, c'est ça? C'est celui de Saint-Mathieu, là, oui. le fameux... Et on est intervenu dans une résidence qui s'appelle Les Oiseaux, qui était à l'abandon, où des propriétaires n'avaient plus la jouissance de leur appartement, parce que les trafiquants squattaient leurs appartements, les menaçaient, etc. Et c'est vrai que sur ça, on peut dire que la précédente municipalité et les autorités ont été laxistes. Et là, le jour où j'ai pris la direction de la mairie, j'étais dans ce quartier-là, et on y a mis pendant un mois, jour et nuit, hein, la police municipale et la police nationale, et on a démantelé le trafic, et on a apaisé la situation. Donc c'est possible, mais ça demanderait des effectifs et un travail absolument incroyable. Et puis de toute façon, ils se déplaceront ailleurs. Ils ont plus d'argent qu'autrefois. Le trafic a largement dépassé. On nous disait hier soir que les points de deal avec du shit, il n'y en a pratiquement plus, c'est que de la cocaïne. Donc évidemment c'est plus cher, il y a plus d'argent, donc les gangs sont plus puissants. Est-ce que vous notez ici, est-ce que vous êtes dans une situation où vous avez des gangs mafieux presque sur le modèle sud-américain comme à Marseille? Non, mais on aimerait qu'ils ne viennent pas. Donc oui, on fait tout pour qu'ils ne s'y installent pas. Mais quelquefois on a des alertes, des coups de calache, c'est arrivé.
des règlements de compte, c'est arrivé, mais pour l'instant, ils ne sont pas installés sur le territoire. On a une petite différence que me donnait comme exemple le directeur de la sécurité publique, et ce qu'on ne trouve pas ailleurs, il se vend à Perpignan des tiers de dose. C'est-à-dire qu'une dose de cocaïne, je crois que c'est un gramme, je crois, hein, ou je sais pas combien, et c'est 60 €. Là, il trouve des tiers de dose à 20 €. Donc ça multiplie en fait les trafics et la consommation, et ça devient effectivement ça devient massif. Et moi je pense qu'au-delà de l'aspect trafic, argent sale, tout ce que vous voulez, il y a un aspect santé publique qu'on ne voit pas très bien aujourd'hui, mais qui est en train d'être dévastateur. En ville, vous voyez des zombies le soir, la plupart du temps sont des SDF, mais ça touche aussi des jeunes, ça touche des familles, des gens qui travaillent, avec, comme le disent les médecins sur le sujet, des séquelles irréversibles. Et une fois que le cerveau est touché, il est touché. Et c'est pas comme quand le type se biture la gueule, et même si c'est un ivrogne, il peut toujours faire une cure pour s'en sortir. Le jour où le trafic, enfin le consommateur a des impacts psychiatriques, c'est terminé, il les gardera à vie. Mais on en voit de plus en plus dans la rue. Et derrière, il y a un coût social de ce traitement-là, car l'hôpital psychiatrique qu'on a dans le département, il est plein. Et donc, aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens limites qui sont dans la rue. Voilà. Ça peut poser des problèmes évidemment pour le voisin. Et en général, ils sont à l'origine d'une insécurité, on va dire, quotidienne. Voilà. Parce qu'ils sont à la recherche de stupes, parce que pour X raisons. Donc ça devient vraiment préoccupant. Alors vos policiers, nous avons accompagné hier soir patrouille sans relâche. Alors, ils nous ont bien montré comment, dès qu'ils sont mobilisés quelque part, on le voit très très bien, un peu trop longtemps sur d'autres secteurs, des quartiers comme le Champ de Mars, où nous nous sommes rendus, les dealers reprennent aussitôt le quartier. Ce jeu du chat et de la souris, il y a moyen de l'éradiquer sur le long terme, vous pensez? Est-ce qu'il y a une méthode qui permettrait de mettre fin à ce trafic, ou est-ce que ça va toujours être un peu comme ça? Alors le Champ de Mars, moi j'y suis allé un soir comme vous d'ailleurs, c'est toujours pareil, c'est l'offre et la demande. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut évidemment continuer à taper sur l'offre, hein. C'est nécessaire, hein. Mais il faut aussi tarir la demande. Tarir la demande, c'est, commencer par les écoles. C'est bête ce que je dis, mais il faut aller parler aux jeunes quand même, et leur montrer les conséquences, un peu comme le tabac, hein, leur montrer les conséquences de ce que peut donner la consommation de stupéfiants, même des stupéfiants comme le protoxyde d'azote. Mais d'abord ça, mais aussi, par exemple, le Champ de Mars, typiquement, si on avait les moyens, vous mettez des barrages policiers à toutes les entrées du quartier, et vous contrôlez toutes les voitures, jour et nuit. Voilà. Et à force, je pense que les consommateurs auront compris qu'il ne faut plus qu'ils aillent au Champ de Mars chercher de la drogue. Hein. Mais c'est extrêmement bien rodé. Hein. Ah oui, bien sûr. Les choufs sont à côté, le trafic a lieu sur une petite place, et les consommateurs arrivent en voiture. C'est un drive. C'est un drive, voilà. C'est un drive. Donc là, si vous voulez arrêter ça, il y a 4 entrées dans le quartier, je crois. Mais vous bloquez les 4. Et ça, vous ne pouvez pas le faire? Si on met tous les effectifs là-bas, ils ne seront pas ailleurs. Toujours le problème. Donc, et en plus, c'est un quartier qui est un gros point de deal dont les autorités publiques estiment que c'est à c'est des centaines de milliers d'euros par semaine. Donc, il faudrait une opération spécifique menée par toutes les forces de sécurité pour arriver à bout. Mais attends les effectifs pour le faire. Hein. Alors, sur un autre sujet, en mai 2005, Perpignan était l'objet d'affrontements communautaires entre gitans et maghrébins. Qu'en est-il aujourd'hui des relations entre ces deux communautés? Est-ce qu'il y a toujours des tensions à Perpignan? Comment ça se passe? Alors, il y a des tensions, mais elles sont moins communautaires que voyoucratiques, pardon. Ah oui, donc il y a une alliance plutôt. Il n'y a pas d'alliance, il y a des querelles de territoire par rapport au trafic. Voilà. Chacun tient son quartier par un trafic. Et donc, quand on a dit que c'était les Maghrébins contre les Gitans, très honnêtement, c'était un peu caricatural. C'était surtout
une querelle de gens qui traficotaient, et ça a mal terminé, parce que ce sont des endroits où il y a beaucoup d'armes. Quand je dis beaucoup d'armes, c'est pas des grosses armes, c'est des fusils de chasse, des choses comme ça. D'ailleurs, ça avait été un coup de fusil en 2005. Hein. Mais on peut pas dire qu'il y a des affrontements communautaires, c'est pas vrai. Il y a de la méfiance, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de trafic, et c'est le trafic qui génère de l'hostilité entre, j'allais dire, quartiers ou peuplés à majorité de Maghrébins, c'est plutôt Saint-Mathieu, ou peuplés à majorité de Gitans, c'est Saint-Jacques. Mais le racisme ordinaire, on va dire, entre les uns et les autres, honnêtement, il est surnoté par le commentateur. Pourtant, vos prédécesseurs pratiquaient ce qu'on appellera un clientélisme municipal avec ces communautés, avec contrôle des positions de pouvoir locales, les Gitans à Saint-Jacques, les Pieds Noirs à Moulins-à-Vent. Est-ce que vous avez une autre méthode? Est-ce qu'il y a une méthode de gouvernance à Lyon qui est différente? Écoutez, le temps a passé. Hein. Les Pieds Noirs aujourd'hui, ils sont quand même, je veux dire, les derniers Pieds Noirs. Oui, mais je veux dire, ils sont aujourd'hui d'un âge très avancé. Ouais. Et ils sont assez répartis dans les votes, on s'en aperçoit. Hein. Beaucoup de la communauté Pieds Noirs votaient pour mon prédécesseur qui était lui-même Pied Noir. Oui. Bon, voilà. Vous-même aussi. Et moi d'origine, oui, fait ma mère. Oui. Et une adjointe de M. Pujol, Suzy Niquez, est la présidente du cercle algérianiste. Donc il y a effectivement ici un microcosme, alors communautaire, je ne sais pas si on peut ça communautaire, plus historique. Oui. Parce que vous avez le mur des disparus, le centre de mémoire de l'Algérie. Bon voilà, il y a toujours eu ici une forte présence Pieds Noirs et harkis. Et le souvenir avec Ritzalt à côté. Oui, et harkis, parce qu'on oublie trop. Et des harkis, il y en a encore beaucoup, des descendants de harkis, des familles de harkis, ce sont des gens qui comptent énormément, et d'ailleurs auxquels moi je me suis attaché beaucoup, et dans certaines affaires, j'ai même été leur avocat, et notamment, je ne vais pas dire que je suis à l'origine, c'est pas vrai, mais c'est moi qui avais mis publiquement sur le tapis l'affaire des sépultures des harkis. Voilà, parce que tout le monde parle de ce qui s'est passé, mais on a enterré des harkis ou des enfants de harkis lorsqu'ils mouraient dans le camp de Rivesaltes. On les a enterrés dans le camp de Rivesaltes parce que autour de ce camp-là, les maires ne voulaient pas que les harkis soient enterrés dans le cimetière. Il faut se rendre compte, là il y avait un vrai racisme, mais contre les harkis. Avec des manifestations de communistes qui voulaient faire la peau des harkis qui étaient dans les camps, etc. Je veux dire, l'histoire est... À Rivesaltes, il y a eu des harkis qui sont restés jusqu'au début des années 80. Oui, et l'histoire est tragique. Et donc on a fait des recherches, des fouilles, on est tombé évidemment sur des ossements, et on s'est aperçu qu'il y avait tout un tas de harkis qu'on avait enterrés sans informer les familles dans les cimetières après coup, et maintenant on est en train de répertorier les tombes pour que les familles aient accès à la sépulture de leurs aïeux, quoi, voilà. Et moi je trouve ça incroyable. Ça c'est du racisme, voilà. Mais ça c'était la France d'après 62, hein. Et là c'est la gauche et la droite qui géraient les affaires publiques. Donc je pense que c'est moins du communautarisme que du respect de l'histoire. Après les Gitans, ils sont là depuis... 17e siècle, je crois. Oui. 400 ans. Pas dans ce quartier, mais ils sont là depuis... voilà. Et c'est une communauté, j'allais dire, attachante, mais qui s'est paupérisée complètement. Elle a servi de chair, c'est ce que je dis moi, de chair à canon électoral pour tous mes prédécesseurs. C'est-à-dire que vous y allez, vous leur promettez tout, l'élection est passée, vous vous en occupez plus. Voilà, ça a été pendant 40 ans ou 50 ans la marque de fabrique, notamment de la dynastie Alduy. Ça, c'est la réalité. Pour les Maghrébins, c'est un peu moins vrai quand même. Et il n'y a pas les mêmes problèmes. D'un côté, vous avez des problèmes de scolarisation. On est obligé à chaque rentrée d'aller dire aux familles d'envoyer leurs enfants à l'école. Oui, devenir policier. Exactement. Et ce qu'on ne trouve pas dans les Perpignanais d'origine maghrébine, les enfants sont à l'école, etc., etc. Mais chez les Gitans, on a même une école spécifique, dérogatoire aux règles républicaines. Il y a plus d'enseignants
formés à ces questions-là, et tout le jeu consiste à faire venir les enfants à l'école pour tenter de les sortir de la pauvreté dans laquelle se trouve le quartier. Alors on est souvent accusé de dire « mais oui, vous faites rien pour les gitans, ils vivent dans la pauvreté ». Enfin, vous êtes promené dans le quartier, il y a des problèmes de logement, d'insalubrité, de quartiers, de maisons qui tombent. J'allais y venir. Et de cette école dérogatoire. Mais là, c'est un problème qui doit être réglé, j'allais vous dire, par les autorités de l'État. Et la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc c'est aussi à l'État de s'en occuper, même si on peut les aider. Et deuxièmement, il y a des mariages qui se font avec des gamines de 14-15 ans. Tout le monde le sait, personne ne dit rien. Donc ça, là aussi. Et pour pas choquer, soi-disant, la culture. Mais là, je pense qu'on est au-delà de ce qui est admissible. Justement, vous avez évoqué les travaux de rénovation. On a vu 2 immeubles là, qui sont à risque d'effondrement hier. Enfin, un bloc d'immeubles sur lequel vous allez intervenir, je pense, demain d'ailleurs. On a regardé aussi les quartiers Saint-Jacques et Saint-Mathieu. Il y a quand même une sorte de dégradation de l'habitat, on va dire. Est-ce que vous envisagez, dans votre prochaine mandature, une rénovation de ces quartiers et comment vous allez vous y prendre? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'immeubles... pour pas qu'il y ait un précédent comme à Marseille. Mais il y a eu un précédent. On a eu un mort en 2013. Et une maison qui est tombée, il y a eu un mort dans la maison. Ça dure depuis très longtemps, mais là aussi on est dans un programme de NPNRU, le nouveau programme de rénovation urbaine qui dépend de l'ANRU. Il faut voir, les procédures sont longues, ça fait 20 ans qu'on détruit le quartier, c'est-à-dire que des maisons tombent. Pour la première fois, sous mon mandat, on aura reconstruit 40 logements en haut de Saint-Jacques, là, place du Puitch. C'est la première fois qu'on reconstruit quelque chose. Donc maintenant, on sait à peu près ce que l'on veut faire. Il y a des maisons à faire tomber, mais il y a aussi de la construction à faire. On a 2 problèmes. Un, les marchands de sommeil. Vous avez aussi beaucoup de gens ici, notamment de régions parisiennes et d'ailleurs, qui achètent des maisons ou des logements sur le Bon Coin et qui ont une rentabilité CAF que vous ne voyez jamais. Ils sont payés par la CAF et ils ne se soucient pas ni de la qualité du logement, ni des gens qui habitent, ni quoi que ce soit. Donc ça, maintenant, on est en train d'appuyer là-dessus. On a mis un permis de louer. Alors on nous saute dessus en disant c'est une atteinte au droit de propriété. Mais enfin, quand un propriétaire loue un taudis, c'est normal qu'on s'occupe aussi de la manière dont on loue ces taudis. Et donc on s'occupe de ces choses-là. Donc le propriétaire, soit il fait les travaux de rénovation et il peut louer son bien, et soit il ne veut pas les faire et il ne peut pas louer son bien, ou alors il est dans l'illégalité. Ça, petit à petit, ça se met en place. Et le sujet que l'on a, c'est des associations de gauche qui nous enquiquinent en permanence au prétexte que le quartier est un quartier historique et qu'il faut préserver l'habitat soi-disant médiéval. La maison qui va tomber demain, elle est du 19e siècle, elle n'est pas médiévale, hein. Et qui sont prêts à tout, y compris à arrêter le chantier, à faire pression, etc. Bon, voilà, donc si vous voulez, on fait le travail, c'est très long, très très long, parce que en plus, on est dans un secteur sauvegardé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Si vous démolissez ou que ça tombe, vous êtes obligé de reconstruire en tenant compte de préconisations des ABF, de l'histoire du quartier, etc. Enfin, c'est quelque chose d'absolument incroyable. L'immeuble que l'on fait à Place du Puitch, il coûte 1 million de plus que si on devait le faire. Normalement, il a fallu les matériaux, l'esthétique, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment très compliqué. Mais après, il y a aussi ces associations dont un jour, il faudra quand même que légalement on s'occupe, parce que ça fait 10 procès qu'elles nous font, 10 procès qu'elles perdent, elles font perdre du temps, et finalement elles ne servent à rien, si ce n'est de contester politiquement la politique de la mairie. Après, s'ils veulent aller habiter dans ces maisons, il faut qu'ils y aillent. Si le jour elle leur tombe sur la tête, on verra bien le résultat. Parce que le responsable, c'est moi. Si demain il y a un mort dans une maison, le responsable c'est le maire. Surtout si on sait que la maison est en péril et donc moi je peux pas tolérer cela. Donc pour la première fois, on a envoyé un signal, on reconstruit. Et
dans le prochain mandat, j'espère, on ira encore plus loin et plus vite. Mais c'est très compliqué. Est-ce que, rétrospectivement, là, vous allez vous représenter à la mairie, vous avez bilan de mandat de Perpignan, 70% de satisfaction. Est-ce que, rétrospectivement, le fait que vous soyez du RN vous a compliqué la tâche en tant que maire, puisque la région n'est pas RN, vous n'avez pas d'autres mairies autour, peut-être quelques-unes, mais est-ce que ça a été plus compliqué que si vous aviez eu une étiquette différente? Alors ça a été compliqué d'abord à l'agglo, parce que c'est une communauté urbaine de droite, mais d'une droite qui n'aime pas le RN. Donc quand je suis arrivé, ça a fait un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. Ils se sont tous ligués, en tout cas pas tous, mais méfiés, etc. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ils voient bien que on est des gens raisonnables et qu'on gère la ville dans l'intérêt général et pas, j'allais dire, dans le sectarisme, comme on peut voir dans d'autres secteurs. Donc ça s'arrange de ce côté-là. Après, il y a le département et la région. Là, c'est plus hostile, on va dire, même si, reconnaissons-le, sur certains projets, ils ne peuvent pas faire comme si on n'existait pas. Par exemple, la rénovation urbaine, ils viennent aider comme les autres collectivités, ils sont obligés de le faire, RN ou pas RN. Voilà, parce que moi, quand je suis maire de Perpignan, je ne suis pas le vice-président du Rassemblement national. Donc voilà. Sur le sport, pareil, on a 2 clubs de sport professionnels à 15 et à 13. Il y a de la modernisation des équipements à faire. Ils sont obligés d'amener des subventions. Non pas que ils sont contents de nous aider, hein. C'est pour eux aussi, hein, parce que le public, lui, il vote à gauche, il vote à droite, il vote RN, il s'en fout, hein. Donc ça me l'a compliqué dans ce sens-là. Mais après, évidemment, on est dans une hostilité générale parce que la gauche tient le département, qu'on connaît le sectarisme de la gauche et de la région, et de Madame Delga, qui, elle, en matière de sectarisme, en connaît un rayon. Hein. Et en revanche, je dois dire que quel que soit le préfet en poste ici, et les services de l'État, il n'y a rien à dire. Que ce soit en matière de sécurité, ou que ce soit dans l'aide qu'ils ont apportée dans les QPV, dans les politiques sociales, ou même dans le sport, etc., l'État était là pour compenser ce que la région aurait pu donner, ou le département aurait pu donner. Donc j'ai rien à dire, moi, sur l'État. Sur les rapports police nationale, police municipale, rien de politique? Non. C'est une coopération, il y a les limites de l'un sont bien comprises par l'autre et vice-versa? Exactement, il y a des querelles, évidemment, de frontières par rapport à des services, mais ça, c'est de la boutique interne, entre guillemets. Et même moi, je suis pas apte à juger ça. C'est mes policiers municipaux qui me le disent, ou mon directeur, et en face, quelquefois, j'interviens auprès de la police nationale. Mais en général, depuis que je suis arrivé, il y a un axe préfet, police donc, mairie, police municipale, parquet, qui est vertueux. Et quel que soit le préfet qu'on a eu ou le procureur qu'on a eu, ça a toujours bien fonctionné, et on voit bien que cet axe-là, il est majeur. Si vous avez les 3 qui sont alignés, ben vous obtenez des résultats sur le terrain. Au niveau j'ai évoqué les communautés tout à l'heure, j'imagine que quand vous êtes arrivé, ça a dû être un peu tendu avec certains. Est-ce que ça s'est calmé? Est-ce qu'aujourd'hui, cette donne est toujours... vous êtes toujours mis en avant ou pas? Non, mais par exemple, vous avez des gens qui vous disent « Ouais, les gitans votent pour vous ». Non, c'est pas vrai. C'est souvent ce qu'on dit, ouais. Oui, mais en fait, ils votent pour nous. Il y avait un conseiller municipal, d'ailleurs, qui était d'origine gitane, non? Avant, ouais. Mais là, aujourd'hui, évidemment, il y a des gitans qui nous soutiennent, et c'est tout à fait normal. Ce sont des Français comme les autres. Hein. Et pareil pour les Maghrébins, entre guillemets. Et ils sont des Français. Avant d'être des Maghrébins, à mes yeux, moi, ils sont des Français. Mais ces gitans-là, ils avaient voté pour le député En Marche, dès le premier tour. Plus de 50% dans le quartier gitan, le député. Donc, je veux dire, c'est pas moi qui suis allé faire du clientélisme avec ces gens-là. Au deuxième tour, ils ont fait leur choix. Avec les gens qui auraient pu penser que ça allait mal se passer pour eux parce que j'arrivais à la mairie, moi, j'ai eu une action de dialogue. Je suis allé vers eux, j'ai discuté avec eux. Par exemple, sur les lieux de culte musulmans sur la ville, quand je suis arrivé à la mairie, j'ai demandé à tous les présidents d'associations ou imams
de salle de prière, de venir là, discuter avec moi, et je leur ai dit ce que je pensais de la nécessaire séparation du politique et du religieux, ce que j'aimerais voir dans ma ville et ce que je n'aimerais pas voir, et je n'interviens pas outre mesure dans leurs affaires, et eux se comportent plutôt... voilà, de ce côté-là, on n'a pas de problème, comme dans d'autres villes, par exemple. Il n'y a pas eu de problème de mosquées, par exemple, à l'époque de l'État islamique, qui envoyait des jeunes en Syrie, ou de phénomènes de radicalisation, Alors ça, comme dans des villes du Sud, il y en a eu. ça on ne le sait pas. Vous savez pas? Ça, c'est la DGSI qui s'en occupe et c'est de la préfecture. Il y en a très certainement qui ont été surveillés. Mais, par exemple, après le 7 octobre, moi, j'ai fait un signalement sur une salle de prière, une mosquée de la ville, parce que le 8, le prêche de l'imam a été voilà, très engagé contre Israël, justifiant le 7 octobre, etc. Parce qu'on me l'a dit, parce que d'ailleurs l'imam en question avait mis son intervention sur les réseaux Facebook. Donc voilà, c'est tout ce que... Mais après, le reste, c'est honnêtement, hein, c'est plutôt apaisé. C'est comme ça depuis... C'est pas comme à Lunel, comme la mosquée du Bleuet à Marseille, par exemple. Non, moi j'ai des contacts, Mais vous avez des représentants dans les communautés qui vous tuyautent éventuellement sur ces phénomènes de radicalisation qui existent? Non, ça c'est la police qui fait ça. Nous, on n'a pas. Le seul truc qu'on a... Mais d'ailleurs, c'est compliqué parce que... Et ça a toujours été d'ailleurs mon dada au sein du RN, il y a des écoles de pensée de l'islam. Elles sont présentes sur tout le territoire. Mais le problème, c'est pas les histoires d'écoles de pensée. On sait quand on a affaire à un salafiste, à un autre, etc. C'est les nationalités qui posent problème. Et moi, j'ai des rapports, par exemple, avec tout le monde, sauf avec la grande mosquée de Perpignan, qui est tenue par l'Algérie. Voilà. Ça, c'est un fait. Et je n'y vais pas, ils ne viennent pas me voir, mais pour autant, on n'a aucun problème particulier. Ils gèrent leurs affaires, moi je fais les miennes, et voilà. Mais on sent bien que on n'a pas les mêmes rapports avec eux qu'on a avec les autres. Hein. Voilà. Et ça, c'est comme ça. Dernière question, c'est ce mandat de maire, est-ce que pour vous, dans votre carrière, dans votre vie, c'est la chose que vous avez le mieux aimé pratiquer? Vous êtes heureux comme maire aujourd'hui? Alors, c'est sûr que vous semblez assez serein. Par rapport à député, j'ai l'impression. Oui, non, mais par rapport à député, c'est sûr que c'est en tant que maire que vous pouvez pratiquer, faire de la politique, Ouais. Maintenant, ça aura ses limites à l'avenir, parce que 6 ans c'est long, 12 ans encore plus, et je m'apprête, je l'espère, à faire un deuxième mandat, mais les risques sont de plus en plus importants. Alors, je ne parle pas des risques même de sécurité, hein, parce que ça, c'est des risques par rapport au code pénal, pour des règles toujours plus mais contraignantes et que vous ne connaissez pas nécessairement. Un exemple. Et quelquefois, vous êtes même responsable des actes des autres sans le savoir. Les démolitions, par exemple, tout ce qui se tourne autour des démolitions. Si demain, j'ai un problème avec une maison qui tombe sur la tête de quelqu'un, c'est le maire qui est responsable. Des choses comme ça. Et les règles sont de plus en plus contraignantes dans les contrôles que nous avons. Et je me plains pas, vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai une administration. J'ai 2400 agents. J'ai un service juridique, j'ai des services d'achat. Moi, je dois dire, je suis un maire entouré. Mais souvent, je me mets à la place de maires de communes plus petites qui ont les mêmes risques pénaux. Hein. Le même, hein, risque pénal, ils ont. Sauf qu'ils n'ont pas les services pour les conseiller comme je peux en avoir moi. Et donc, je pense qu'à l'avenir, ce sera plus difficile de trouver des maires. Je crois que la moitié des maires, un sondage de France, disaient qu'ils ne voulaient pas renouveler leur mandat, tellement ça leur prenait de temps, tellement c'était infernal et ça leur bouffait la vie presque. Oui, vous les comprenez? Totalement. Et avant-hier, je suis allé faire une réunion dans le Vaucluse, à Camaret, chez notre ami Philippe de Borgard. Et il y avait une partie formation avec les élus locaux, et puis une partie discussion générale avec les habitants, etc. Et il y avait le maire de Bédaride, qui est un avocat, qui a clairement dit qu'il ne se représentait pas là, parce qu'il est esclave. Il se considère comme un esclave.
Et il n'en peut plus. Esclave de ses administrés. Esclave de ses administrés, des obligations liées au mandat. Donc voilà, à un moment donné, il y a saturation. Et c'est vrai que je pense qu'on verra de moins en moins des dynasties sur 50 ans de maires ou de familles de maires, comme l'ont été les Alduy à Perpignan, les Baudis à Toulouse. Oui, votre fils ne va pas reprendre le... Non, il ne reprendra pas, ça c'est sûr. Mais je pense que voilà, c'est une fonction très attachante, mais très contraignante, qui ne permet pas beaucoup de liberté. Et c'est du 24-24, 7 jours sur 7. Très peu de vacances, très peu de loisirs, c'est comme ça. Si demain le RN arrive au pouvoir, que vous devenez ministre, par exemple, vous accepterez, vous laisserez votre... Comment ça se passera avec Perpignan? Je pense qu'au début, je garderai quand même la ville. Maintenant, je sais comment ça fonctionne, parce que je sais ce qu'il faudrait... Dans quel domaine il faudrait aider la ville. Oui. Bon, voilà. Et on est une ville pauvre, dans un département pauvre, et qui a été toujours délaissé par le pouvoir de Paris. Donc si un jour j'ai à peut-être avoir des fonctions importantes sur Paris, je n'oublierai pas qu'à l'autre extrémité de la France, il y a des gens qui ont été snobés pendant 50 ans et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation particulière. Donc je ferai d'abord, j'allais dire, mon boulot de rééquilibrage, et pas que Perpignan, parce que c'est beaucoup de villes ici, hein. Et puis évidemment, je pense que pour un maire, 10-12 ans, ça me paraît être un délai raisonnable quand même. Ce sera le mot de la fin, Louis Alliot. Merci. Merci infiniment de nous avoir reçus. Merci Beaucoup.